je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de la Méditerranée. Cette semaine encore, nous allons vivre ou revivre les temps forts de l'actualité du bassin méditerranéen. Nous irons en Syrie où les combats se poursuivent et où une nouvelle forme de guerre est en train de voir le jour. La guerre sous terre dans les tunnels, un document exceptionnel. Nos envoyés spéciaux les ont parcourus. C'est l'huile la plus chère du monde. L'huile d'argan est connue pour ses vertus miracles, mais sait-on comment elle est produite? Nous nous arrêterons au Maroc pour découvrir un procédé ancestral. Enfin, je vous emmènerai au large de Cannes, sur l'île de Saint-Honorat, pour une retraite un peu particulière. Ces lycéens ont choisi le calme du monastère pour réviser le bac. Les épreuves débuteront lundi. Mais pour commencer, une image forte. Ce moment inédit au Vatican, l'accolade entre Mahmoud Abbas, le Palestinien, et Shimon Peres, l'Israélien. Les deux présidents ont répondu à l'invitation du pape François à prier ensemble pour la paix au Proche-Orient. Une communion qui se voulait surtout l'occasion de retrouvailles sans objectif politique précis. Ils ne se sont pas rencontrés en public depuis plus d'un an. Alors l'accolade entre les présidents israéliens et palestiniens prend un tour historique. Ensemble, à la demande du Saint-Père, Shimon Peres et Mahmoud Abbas ont prié pour la paix au Proche-Orient comme un aveu d'échec. Chaque religion a fait entendre sa prière l'une après l'autre. Il faut du courage pour dire oui à la rencontre et non à l'affrontement. Oui au dialogue, non à la violence. Oui à la négociation et non aux hostilités. Le pape François ne veut pas faire de politique, mais partir de la prière pour mobiliser les opinions publiques et ensuite peut-être les gouvernements. Mais on s'adresse d'abord au peuple et aux jeunes. L'invitation à venir prier au Vatican a été lancée par le pape François lors de son voyage en mai dernier en Terre Sainte. Le processus de paix est au point mort et le pape bute contre le mur de séparation érigé par les Israéliens pour contenir les Palestiniens. Au Vatican, en fin de cérémonie, les chefs d'État ont choisi de planter un olivier, un autre symbole de paix pour renforcer les prières œcuméniques et les congratulations, mais personne n'a encore annoncé la reprise des négociations. Et sachez que si des négociations devaient s'ouvrir, ce sera sans Shimon Peres. L'actuel président israélien doit céder sa place à Reuven Rivlin. Il vient tout juste d'être élu et fait partie de l'aile la plus à droite du Likoud. Il est un fervent partisan de la colonisation en Cisjordanie et hostile à la création d'un État palestinien. On part en Italie à présent, où les autorités doivent faire face à un afflux de migrants sans précédent depuis plus d'une semaine. Ils atteignent le littoral grâce à des embarcations de fortune. Des navires tentent de leur venir en aide, mais tous n'ont pas cette chance. Parfois, le drame se déroule sous les yeux des équipages. 207 personnes se trouvaient sur ce pneumatique qui a chaviré, faisant 5 morts. La plupart de ces migrants ne sachant pas nager. À bord de ces bateaux, on trouve de plus en plus d'enfants, des mineurs qui font la traversée parfois seuls, des enfants sans parents qui peuvent bénéficier d'un meilleur accueil. Ils agitent leurs t-shirts pour appeler au secours. Depuis 72 heures, toutes les marines présentes dans le canal de Sicile sont mobilisées. Malgré la mer calme, ils ont besoin d'aide. De l'eau contre la déshydratation, des vivres et des gilets de sauvetage. Ils ne savent pas nager. Il nous faut encore des gilets de sauvetage. 5000 migrants, une déferlante de bateaux de fortune. Avec à bord beaucoup d'enfants. C'est l'image choc pour les secouristes. Des candidats à l'exil hauts comme 3 pommes. Ils ont pris le bateau tout seuls pour certains. Pour les occuper sur les navires de guerre, on leur projette des dessins animés. Ces mineurs sans parents sont débarqués ici, en Sicile, à Pozzallo. Derrière ces grilles, ils sont 80 avec des assistantes sociales. Ceux-là sont originaires du Maghreb, à chacun un numéro d'identification sur un bracelet blanc. D'autres viennent d'Afrique noire. Ils ont tous été choisis par leur famille pour accomplir le rêve d'Eldorado européen. Selon moi, le bruit s'est répandu que les mineurs sont mieux accueillis. Alors, ce sont leurs parents qui décident de leur faire tenter la carte de l'Italie.
En Italie, les migrants adultes sont souvent renvoyés chez eux quand la situation dans leur pays le permet. À l'inverse, quelle que soit leur nationalité, ces mineurs sont intouchables, pris en charge jusqu'à 21 ans. Malgré ses 17 ans, Djibril a l'âme d'un battant. Il a quitté le Sénégal, transité 2 ans par la Libye pour payer son passage en bateau. Et le voici ici, avec l'espoir de nourrir sa famille, resté au pays. Je n'ai rien dans l'habitude du Sénégal, je n'ai rien, je ne gagne pas de l'argent, ni quelque chose à manger. L'Italie, porte d'entrée de l'Europe. Rome appelle à l'aide encore une fois. Le pays supporte seul le poids de cette immigration. Les seules opérations en mer lui ont coûté 55 millions d'euros depuis le début de l'année. Je vous propose à présent un document rare. En Syrie, les combats ont pris une nouvelle forme. La guerre ne se fait plus uniquement sur terre, mais également sous terre, dans les tunnels. Des tunnels dont nous vous avons déjà parlé, mais cette fois-ci, l'une de nos équipes a accompagné les combattants dans les souterrains. Un reportage saisissant de Franck Genozo, Stéphane Guillemot et Pierre Guény. Un quartier anéanti par des mois de guerre. Nous sommes à Jobar, aux portes de Damas. Un soldat syrien guette, il a abattu un rebelle, son cadavre gît encore à 100 mètres de là. Mais ici, la guerre ne se déroule quasiment plus en surface. Une échelle, et nous voilà quelques mètres sous terre, guidés par un commandant de l'armée syrienne. Ici, c'est une nouvelle forme de guerre, la guerre des tunnels. C'est comme à Paris en fait, dans les égouts vous avez des rats, eh bien nous on a des rebelles. Les rebelles ont percé des dizaines de kilomètres de tunnels sous Jobar. On peut y circuler quasiment aisément à hauteur d'homme et depuis que l'armée a repris les lieux, elle a installé l'électricité, comme vous le voyez avec ces câbles, une véritable ville souterraine à peine 30 cm en dessous du sol. Un peu plus loin, un autre tunnel. Le commandant demande le silence. Quelques mètres à parcourir accroupi, la ligne de front souterraine. C'est moi qui ai installé cette caméra. Elle filme et elle retransmet les images en direct à l'arrière. Au bout là-bas, c'est le sous-sol du bâtiment des rebelles. L'image arrive ici, la salle de contrôle. Une centaine de caméras jalonnent les tunnels, affirme le commandant, et elles ne servent pas qu'à surveiller, dit-il. Chaque caméra est piégée. Si un rebelle approche trop près, elle explose. Si l'armée syrienne surveille ainsi ces tunnels, voici pourquoi. Les rebelles font sauter une caserne militaire en plaçant des explosifs sous le bâtiment. Même chose quelques jours plus tôt. Une base aérienne de l'armée, pulvérisée en quelques secondes à peine. Ces images ont cette fois été tournées dans l'autre camp, par les rebelles eux-mêmes. On y découvre à quel point ils sont organisés. On fait des relevés pour s'assurer qu'on est bien sous l'hôtel Carlton, où est basée l'armée. Dernière mesure. Puis ces hommes se retirent rapidement pour assister à l'explosion à distance. 14 morts cette fois. Ce type d'attentat est devenu la hantise de l'armée. Elle a donc créé des équipes spécialisées. Le lieutenant Rafat en fait partie. Ici, on a creusé une tranchée de 5 mètres de profondeur pour couper leur tunnel. Mais depuis, ils se sont mis à creuser plus profond pour passer dessous et nous prendre à revers. Un peu plus loin, ces hommes creusent un puits. Ils ont entendu des bruits suspects en sous-sol. Des bruits métalliques en fait, il y a quelques jours. D'après nos relevés, il y a un tunnel en cours de construction là-dessous. Alors on creuse nous aussi pour les intercepter. Les soldats repartent en patrouille. Eux aussi utilisent désormais les galeries pour mener leurs attaques. Le camp qui gagnera ce face-à-face à huis clos contrôlera une entrée stratégique de Damas. À Jobar, c'est tout l'enjeu de cette guerre des tunnels.
L'Algérie, l'Espagne ou encore l'Égypte avec l'investiture du président Abdel Fattah el-Sisi. C'est aussi dans l'actualité du bassin méditerranéen. Un tour d'horizon préparé cette semaine par Malika Katala et Manu Fon. Élu le 28 mai dernier avec 96% des voix, Abdel Fattah el-Sisi a prêté serment ce dimanche au Caire devant la Haute Cour constitutionnelle lors d'une cérémonie retransmise en direct sur les chaînes de télévision du pays. L'ex-chef de l'armée s'est engagé, selon ses propos, à respecter la Constitution au nom de Dieu, de défendre l'intégrité territoriale de l'Égypte et de réaliser les aspirations du peuple. Un serment suivi d'une poignée de main entre le président sortant, Adli Mansour, et le nouveau Raïs de l'Égypte. Une cérémonie historique, car jamais auparavant, elle n'avait pu être organisée ainsi. Sans surprise, les députés espagnols ont donné mercredi le feu vert à l'abdication du roi Juan Carlos et à son remplacement à la tête de l'État par son fils, le prince héritier futur Felipe VI. C'est à voix haute que les députés ont voté à une large majorité le texte, après avoir rejeté l'idée d'un référendum sur l'avenir de la monarchie. Au final, la loi a été votée par 299 voix pour, 19 contre et 23 abstentions avant son approbation par le Sénat le 17 juin. Malgré cette majorité écrasante, des voix dissonantes se sont élevées dans l'hémicycle. Celle du parti de gauche, Izquierda Unida, ses députés ont levé des pancartes demandant un référendum sur la pérennité de la monarchie. Mais la royauté reste populaire dans le pays, selon un récent sondage réalisé après l'annonce de l'abdication du roi. Plus de 55% des Espagnols soutiennent la monarchie comme modèle d'État. Juan Carlos sera absent le 19 juin lors de la prestation de serment de son fils Felipe, afin de lui laisser un plus grand rôle. Laurent Fabius était cette semaine en Algérie. Le ministre français des Affaires étrangères est arrivé dimanche à Alger pour une visite officielle de 2 jours. Lors d'une rencontre avec son homologue algérien Ramtan Lamamra, Laurent Fabius a réaffirmé la volonté des autorités françaises qui souhaitent rester le premier partenaire économique de l'Algérie. Peut-être avez-vous déjà utilisé des cosmétiques à base d'huile d'argan. Mais saviez-vous qu'il s'agit de l'huile la plus chère du monde? Un produit miracle qui se fabrique aujourd'hui encore selon des méthodes ancestrales. Alors comment fait-on de l'huile d'argan? Pour le savoir, nous nous sommes rendus au Maroc où pousse un arbre devenu précieux, l'arganier. C'est un produit qui occupe de plus en plus de place au rayon cosmétique. L'huile d'argan. On lui prête 1000 vertus et les clients en mettent partout. Sur les cheveux. Mais c'est de famille, ma mère en utilise sur le visage, sur les mains, sur tout le corps, même pour les pointes des cheveux. Cette huile presque miracle est fabriquée depuis des siècles au Maroc. C'est ici la seule région au monde où pousse l'arganier. Et les premières qui en raffolent, ce sont les chèvres. Elles sont prêtes à tout pour déguster ces fruits. Les arbres destinés à produire de l'huile sont donc protégés du bétail, comme celui-ci. C'est le fruit de cette année, c'est la récolte de cette année. Un fruit qui vaut de l'or. C'est à partir de lui qu'on obtient l'huile d'argan. Et la transformation se passe à l'intérieur de cette coopérative. Première étape, une fois les fruits séchés, enlever la pulpe grâce à cette machine. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient les noix d'argan. Ça, c'est des noix d'argan. C'est les noix d'argan. Ensuite, l'essentiel est fait à la main, selon un savoir-faire ancestral. Un travail minutieux, réservé aux femmes. Les noix sont concassées entre 2 pierres par les femmes de la coopérative. À l'intérieur de chaque noix, 1 ou 2 petites amandes. Chaque femme en obtient environ 1 kg par jour. Face au succès de l'huile d'argan, elles sont de plus en plus nombreuses à travailler dans cette coopérative. Elles étaient 19 à sa création en 2001, contre 56 aujourd'hui. Et voici la dernière étape. Les amandes sont pressées. D'un côté sort ce résidu qui nourrira les animaux, et de l'autre, au bout de ce tuyau, la précieuse huile. C'est ça, goutte à goutte.
Des coopératives comme celle-ci, il y en a désormais plus de 170 dans cette région. Car les géants de la cosmétique s'arrachent l'huile d'argan. Et c'est à Agadir qu'ils viennent faire leurs achats. L'huile d'argan est la plus chère au monde. Elle se négocie ici entre 25 et 30 € le litre. On a plusieurs clients dans le monde entier, en Europe, spécialement en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, et en Asie aussi. Il y a 30 ans, l'arganier était menacé de disparition, victime de la déforestation. Mais désormais, le Maroc joue à fond la carte de l'huile d'argan et 60 000 nouveaux arbres sont plantés chaque année. Les épreuves du baccalauréat en France, elles doivent démarrer lundi et vont s'étaler sur 6 jours. 686 000 candidats s'y préparent et vous allez voir que certains ont choisi de s'imposer une vie de moine pour réussir. C'est sur l'une des îles de Lérins, auprès des religieux cisterciens, que des lycéens vont faire une retraite révision. Pas de portable, pas d'internet, juste des livres, le calme et une nature paradisiaque. Cap sur l'île Saint-Honorat. À moins de 2 km de la côte cannoise, une île propriété des moines cisterciens depuis 16 siècles. Ces jeunes venus de toute la France ont décidé de se couper du monde pour réviser leurs examens. Chez moi, j'arrive pas à me motiver pour réviser, et là c'était vraiment l'occasion. Notre tentation étudiante à Lyon, dans mon appart, c'est facile de se disperser. Ici, pas de télé, pas de copains, rien à faire sinon travailler. Un exil entre 175 et 350 € la semaine selon leurs moyens. Bienvenue. Ça va? On s'est déjà vu sur les camps. Blandine Michel est bénévole, elle est là pour les encadrer. Bonjour, Pauline. Blandine. Ici, ils ne sont pas à l'hôtel, mais chez les moines. Pour que vous sachiez un peu sur quelle terre inconnue vous débarquez, on va aller jusqu'au monastère fortifié. Le frère Gilles fait la visite. De ce côté, évidemment, la rade de Saint-Raphaël, de l'autre côté. Et puis Nice se trouve de ce côté-là. Donc vous êtes en plein sud, là, avec l'Afrique en face. Il fait vachement chaud, moi j'habite à Lille, donc je peux vous dire que je suis vachement content d'avoir du soleil, du beau temps comme ça. C'est pour ça que du coup je pensais à plonger, parce que de l'eau chaude, ça fait plaisir quoi. Sauf qu'ici, pas question de se tourner les pouces. Autour de ça. Blandine Michel donne le ton. On a des règles un peu audacieuses autour du portable. On se dit, pendant le travail, pas de portable. Du coup, la proposition pour les plus audacieux, c'est vraiment de sceller l'enveloppe. De passer une semaine sans regarder votre portable. Le portable, c'est aussi mon MP3. Oui. J'ai vu plein de gens qui écoutaient de la musique tout à l'heure. Oui. Écouter de la musique, donc c'est pas contraire à une bonne ambiance de travail. Non. Donc je peux garder mon portable. Se séparer de leur joujou pour mieux se concentrer. Dans la salle d'études, un silence de cathédrale. 3 heures le matin, puis 3 l'après-midi, les jeunes sont cloîtrés. La messe, une occasion de découvrir la communauté monastique qui les accueille, mais aucune obligation d'y participer. À la sortie, Léa a déjà oublié ses soucis. Même au début, ils sont rentrés en chantant un CD avec plein de voix, avec. Ça met direct dans l'ambiance. On sent vraiment une force en fait qui nous entoure et je sais pas, j'ai vraiment aimé ça au début. En fait, ça fait vraiment rentrer dedans. Il y a ce genre de frisson que tu peux avoir que à l'église en fait. Je suis crevée. Il faut encore nous réveiller tôt demain, c'est horrible. Alors il faut que vous vous mettiez en pyjama et vous vous mettiez dans vos lits pour dormir, ça va aider. Branle-bas de combat avant d'aller se coucher. En général, on s'accepte pas. Pour les aider à garder confiance en eux, il y a les moines.
Demain, quand vous allez vous maquiller ou vous raser dans la glace, vous regardez en disant « je suis quelqu'un de bien ». Et si vous arrivez à vous dire en souriant que vous êtes quelqu'un de bien, oui, je suis une nana bien, je suis un mec bien, la partie est gagnée. Un rôle de coach que le frère Marie-Pac prend très au sérieux. De s'accepter soi-même. Moi, ça me prend du temps sur mon temps de travail, sur mon temps de prière. Mais je le fais parce que j'ai envie de redonner ce que j'ai reçu. Mais quand ils viennent nous présenter leurs fiancés, leurs enfants, c'est qu'ici, ça a été un lieu source pour eux, quoi. Et là, je pense qu'on a fait notre job, quoi. Une petite pause avant de replonger dans les révisions. Le 16 juin prochain, c'est l'épreuve de philosophie du bac. Allez, j'ai mis 304, moi. Un anniversaire cette semaine, celui du MUSEM à Marseille. Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée a fêté sa première année d'existence. Et le bilan est positif, avec 2,5 millions de visiteurs et 850 000 entrées au musée. Ce lieu de promenade et de culture a su se faire une place dans la cité phocéenne. Le succès est aujourd'hui indéniable, malgré quelques critiques. MUSEM comme nouveau phare de Marseille, imposant et incontournable. Promeneurs et touristes lui tournent autour, caressent ses dentelles de béton, s'émerveillent de la vue qu'il offre, mais tous ne poussent pas la porte de son musée. Ce soit la bannière, toi regarde, la 4, des mains de Saint-Marc. Ces deux touristes, elles, ont décidé de partir à la découverte de ses entrailles. Exposition temporaire ou permanente, l'après-midi entière pour tout voir ne suffira pas. Il y a quelque chose là derrière ? Je sais pas. D'autant qu'elles perdent un peu le fil de la visite. Non, c'est pas. Non, c'est là-bas. Mais à l'arrivée, elles sont tout de même conquises. C'est très riche et très varié. Beaucoup d'informations sur les différentes religions et très agréablement surprise. C'est merveilleux, c'est bien fait. Moi, j'aurais aucun reproche, c'est vrai que c'est un sens de la visite. Des problèmes de fléchage, mais bien d'autres critiques figurent dans le livre d'or du musée. Décevant, ennuyeux, élitiste, une coquille vide, diront même certains. Des critiques auxquelles Zève Gourarier est très attentif. Directeur scientifique du MUSEM, il œuvre avec son équipe à enrichir le musée de nouvelles pièces. 2 acquisitions en un an, dont ce carreau arménien du XVIIIe siècle, une grande fierté pour l'historien. Mais le directeur des expositions qu'il est ne perd pas de vue son objectif, faire du musée des civilisations un lieu pour tous. C'est vraiment très important qu'il n'y ait pas de coupure entre le monde intellectuel et ce qu'il peut penser et ce que nous pouvons présenter. Et moi, je me sens simplement un go-between, excusez-moi du mot anglais, quelqu'un d'intermédiaire entre les sciences humaines qui progressent et ce que nous devons délivrer absolument à tous les publics. Pour moi, une exposition est un voyage, je le répète, et il faut que ce soit un beau voyage. Les festivals de l'été auront-ils lieu ? Les intermittents du spectacle accentuent la pression sur le gouvernement français. De nombreux événements culturels sont perturbés quand ils ne sont pas tout simplement annulés. C'est le cas du Printemps des comédiens à Montpellier. Une menace qui plane à présent sur le Festival d'Avignon. Le coup d'envoi doit être donné le 4 juillet prochain. Une édition un peu particulière cette année car la direction a changé. Le comédien et metteur en scène méditerranéen Olivier Py a pris les rênes de ce prestigieux festival de théâtre. Il a demandé cette semaine au ministre du Travail un moratoire et l'ouverture de négociations. Connu pour ses coups de gueule et ses engagements, nous l'avions rencontré il y a un mois. C'était en pleine séance de travail. Cette fois, pour pénétrer dans l'enceinte mythique du festival, Olivier Py a endossé le costume de directeur. C'est toujours aussi impressionnant parce que c'est une folie de faire du théâtre ici. Et la folie, ça fait maintenant 68 ans qu'elle a lieu, mais elle est toujours aussi inimaginable. Installé à Avignon en juillet dernier, Olivier Py a officiellement pris ses fonctions en septembre. Depuis, le rythme de son quotidien n'a presque pas changé. C'est très facile quand on est porté par la joie, le bonheur de faire des choses. C'est facile de travailler 15 heures quand on fait quelque chose de magnifique. Je reçois des fleurs, je comprends. Au cloître Saint-Louis, le QG du festival, c'est dans ce bureau qu'Olivier Py prend une partie de ses décisions. En question, l'édition 2014 et déjà des choix à faire pour la programmation de 2015. Si tu veux, je peux te passer le texte. Moi, j'ai vu 3 spectacles de lui.
Il y a bien sûr des artistes avec qui on a envie de travailler, mais après il faut encore que techniquement, financièrement, on arrive à cadrer les choses. Et là il y a toujours un peu d'inquiétude qu'on n'arrive pas à réaliser tous nos rêves. Quand tu dis c'est un revolver, et tu le lui donnes. Donc là, il y a un petit sens à la réplique. Au cœur de la Fabrica, Olivier Py est aussi en résidence, travaillant sur sa prochaine création. Artiste et homme engagé, il veut faire du festival un rendez-vous de culture populaire. On a baissé notamment le prix de place, on a créé des abonnements pour les jeunes. Ça, ce sont des choses importantes, objectives. Et puis il y a des artistes. Moi je crois que ce sont les artistes qui font comprendre que populaire, ça ne veut pas dire populiste. Ça veut dire de l'exigence, de la qualité, du sens, de la pensée. Pourquoi pas de l'extravagance ou de la difficulté. Tout le malheur des hommes vient de ce qu'ils disent non. Il faut apprendre à dire systématiquement, et quelles qu'en soient les conséquences, oui. Les Francis comprenaient les Français du continent. C'est également le titre d'une comédie de Fabrice Bégotti, un film qui surfe sur les clichés qui collent à la peau des Corses. Et il y en a, un frère possessif, des chasseurs à la gâchette facile ou encore des gendarmes dépressifs. Le film était présenté en avant-première à Ajaccio avant sa sortie en salle le 23 juillet prochain. Un hôtel de la route des Sanguinaires, une dizaine de médias nationaux, la production a vu les choses en grand pour annoncer la sortie des Francis. Dans ce film choral, pas une tête d'affiche, mais de nombreuses vedettes comme Thierry Neuvik, Jennifer Bartoli, Thomas VDB et une légende, Jacques Dutronc, en berger d'opérette, visiblement heureux de jouer à domicile. C'est un peu loin de la Balagne ici, mais bon, ça fait rien, on fait avec. Puis Vidzavone, c'est pas fermé à cette époque-là, c'est bon, mais ça va. Les Francis, c'est les aventures et les mésaventures d'une bande de pinsoutes en périple sur l'île. Un coup de foudre, un frère possessif et les voilà coursés par un clan familial d'un autre temps. Je m'appelle pas Francis, moi. Oh, le canon. Regarde-moi, c'est ma sœur. Comment elle est ultra bonne. Tous les clichés sur la Corse y sont exploités sans complexe pour offrir un pur divertissement. Des petits enfoirés de Parisiens de mai. Je voulais faire une espèce de comédie hybride entre la comédie d'aventure et la bande dessinée. Mais par contre sans être politique, sans être tout ça, vraiment un film généreux et bienveillant où on peut rire avec les Corses des continentaux et avec les continentaux des Corses. Dans le casting, à noter aussi la présence d'acteurs insulaires tout à fait à l'aise en caricature d'eux-mêmes. Quand on regarde les ch'tis, quand on regarde toutes ces comédies, il y a toujours, c'est toujours caricatural. Hein. Ton ami il est corse, mais bien sûr qu'il est corse, c'est le plus corse de tous les Corses de la Seine-Saint-Denis. Ça fait du bien de faire des comédies et après Mafiose, après Les Apaches, bien sûr, et j'espère en faire d'autres. Ce film a été tourné durant 6 semaines en Corse avec un budget de 7 millions d'euros, une somme que les producteurs ont réunie sans mal. Alors 10 ans après l'enquête corse, l'île fera-t-elle toujours recette? Réponse au box-office le 23 juillet prochain. Tu vois le nain, il est où? Mais non, je sais pas, il est trop petit. On se quitte avec un film d'un tout autre genre, Narcos, autrement dit l'ivresse des profondeurs. Julie Gauthier, apnéiste, nous offre donc ce court-métrage qui reconstitue en images le voyage intérieur de son compagnon, Guillaume Néry, champion du monde d'apnée. Vous découvrez les hallucinations qu'il vit lors d'une descente en grande profondeur. Je vous laisse apprécier. Au revoir. Passez une très belle semaine.